Premièrement, mettons de côté l'escroquerie, c'est-à-dire toutes sortes de gens qui s'en réclament d'une manière indue. Bien sûr, le Conseil national de la résistance appartient à l'histoire de France, donc appartient à tout le monde. Hein. Mais il ne faut pas quand même vider de son sens ce que c'est. Ce n'est pas un colloque où des gens se sont réunis en se disant bah, « tiens, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui serait bon pour le pays ?» Non, c'est les armes à la main que ça se passe tout ça. Le pays est occupé. On est en guerre. Et en fait, c'est une révolution qui est en cours. Pourquoi? Parce que l'ancien ordre a été collaborateur intégralement. Je rappelle, un seul magistrat qui refuse de voter, de faire serment devant le maréchal Pétain. Un seul officier supérieur, celui du général de Gaulle, l'amiral Muselier. Et combien d'autres hein? Dans combien d'autres professions qui constituent l'encadrement du pays, sa dignité, jusqu'à la dernière minute, les Nord-Américains ont essayé d'empêcher le pays d'être lui-même. Ils ont tout essayé, le général Giraud, Darlan, d'accord? Donc c'est dans le bruit et la fureur que la résistance produit son fruit, qui est le programme du Conseil national de la résistance. Donc c'est pas possible d'imaginer le programme sans la révolution. Parce que sinon on ne faisait pas tout ça. On faisait ce qu'ont fait les autres avant, c'est-à-dire capituler et collaborer. Donc déjà commençons par ça. Si on parle du document, bien on examine le document. Si on parle du contexte, on examine le contexte. Le contexte, c'est la révolution. Le document, c'est l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Quel est le moyen de l'intérêt général? La délibération collective, la propriété collective, la souveraineté du peuple. Voilà le truc résumé. Je m'aperçois que ceux qui le récupèrent à droite ne veulent ni de la révolution, évidemment pas des armes, ni de la condamnation des collabos, ni du contenu. Donc, c'est pourquoi je dis commençons par pousser les escrocs. Et c'est très important d'écarter les escrocs intellectuels de cette affaire. Pourquoi? Parce qu'une de nos difficultés dans la transmission de l'héritage de la résistance d'abord un acte intellectuel. On résiste à ce qui pourtant semble aller de soi. Ce qui semble aller de soi, c'est qu'on a perdu, c'est qu'on est vaincu, c'est qu'on est humilié. C'est que vous avez autour de vous plein de gens qui se disent « bon, après tout, hein, et puis bon, là bien, il y a ECAPA, il y a toujours des gens qui sont là pour expliquer que c'est comme ça et pas autrement. » Et cet état d'esprit de la capacité de résistance, c'est le premier moteur du programme. Pas de programme s'il n'y a pas l'idée que ce qui est ne va pas de soi. Vous avez Madame Le Pen qui se prétend laïque alors qu'elle est seulement hostile aux musulmans. Vous avez M. Sarkozy qui parle de l'esprit de la résistance au moment même où il est en train de démanteler tout ce qui peut rester d'institutions et de mécanismes collectifs qui se rapportent au programme de la résistance. Donc c'est très important de récupérer le pouvoir des mots à partir du contenu. La résistance, c'est d'abord la révolution et la armée, parce qu'il n'y a pas eu moyen de faire autrement. Et deuxièmement, c'est un programme dont le cœur est l'intérêt général est plus fort que les intérêts particuliers. Voilà. Ce qui a rendu possible le Conseil national de la résistance, c'est tout un rapport de force. Dans ce rapport de force, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'il n'est pas correct de dire aujourd'hui. Qui a vaincu les nazis? Qui? L'URSS. Stalingrad. C'est l'URSS qui a brisé les reins des nazis. Après, il y a eu la guerre, il y a eu tout le reste de la guerre. Hein. Là, il y a eu aussi le débarquement. Mais d'abord, il y a Stalingrad. Et il y a des millions de Russes soviétiques qui meurent au combat. Donc, l'impact de ce qu'est l'Union soviétique sur l'esprit de la résistance, qui va se traduire par le fait que le quart des Français votent communiste à la Libération. Quand on va voter communiste. Alors, si on tient compte des caricatures actuelles, on va dire alors quoi? Le quart des Français était pour le goulag, contre la démocratie, tout ça c'est des histoires. Le quart des Français est reconnaissant, sait que quelque chose existe du rapport de force avec le capital, qui lui a été largement collaborateur, hein, et s'identifie à cette cause. Donc il y a un rapport de force, perdons pas de vue cette idée. Quand ce rapport de force s'est détruit, parce que l'URSS s'est effondrée, du fait de ses contradictions, de ses limites, de ses crimes aussi, des crimes de ses dirigeants, on va dire, hein, tout le rapport de force est dégradé. Tout, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, c'est du même endroit que ce qui a été construit s'est déconstruit. Et comme le rapport de force est déconstruit, alors évidemment, vous avez eu des gens qui, eux, sont parfaitement au clair, comme Denis Kessler, qui à ce moment-là est
l'esprit fort du MEDEF, qui disent, ben voilà, le but c'est de démanteler tout ça. Il faut en finir avec l'esprit du Conseil national de la résistance. Donc, ce qui est en enjeu dans le Conseil national de la résistance, il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas le commémorer, il faut le célébrer. Le commémorer, c'est on en fait un objet, on fait une statue, on met une plaque, on défile, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, n'importe quoi, qu'on soit complètement hostile à tout ce qui a été raconté à ce moment, qu'on soit les descendants plus ou moins directs des collabos, ou qu'on soit les descendants... Alors, tout le monde est là, uni dans une même émotion, qui revient à vider de son contenu le cœur de l'affaire. Tout ça est un rapport de force entre capital et travail. Et l'idée nationale, telle que la vit le pays à la sortie de la guerre, c'est une idée républicaine, c'est-à-dire le bien commun. La République, c'est ça, c'est ce qui est bon pour tous, pas seulement pour moi, pour machin, pour Pierre-Paul, c'est ce qui est bon pour tous. C'est ça la différence entre démocratie et République. Bon, cette idée de l'égalité, c'est le fondement de la République, mais la preuve est faite maintenant, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Conclusion, nous sommes donc bien tous semblables. Si nous sommes tous semblables, il y a donc un intérêt général humain, oui ou non? Oui ou non? Il y en a un? Très bien. Donc s'il y en a un, il faut le trouver. Comment on fait? Pas avec la vérité révélée. Parce que ça, on ne peut pas discuter. Bon, donc on le fait en discutant. Chacun peut... il intervient dans la discussion avec ce qu'il croit. Sa foi religieuse ou pas sa foi. Mais en tout cas, il pose des arguments sur la table. Donc ça s'appelle la démocratie. On discute parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on discute. Et puis après, on vote. Et là, le vote fait décision, fait pas conviction. Moi, je n'ai pas changé d'avis après, mais j'accepte la règle du jeu. Elle est absurde si vous y réfléchissez bien. Pourquoi 51 ont raison contre 49? C'est 51 qui disent une bêtise et 49 qui disent un truc juste. Mais vous acceptez la règle du jeu. Le simple fait que vous acceptez la règle du jeu absurde de 51 a raison contre 49 manifeste le fait que vous avez compris qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de vérité écrite quelque part. Donc, on a décidé qu'on avait cette méthode-là pour prendre des décisions, pas pour être convaincu. Et puis, en fait, quel genre de décision on va prendre? Celle qui est bonne pour tous. On ne va pas dire chacun ce qui est bon pour soi. On va dire ce qui est bon pour tous. C'est ça, la République. Donc, vous voyez que la prise de conscience écologique nous ramène à un radicalisme républicain, quelque chose de fondamental. Nous n'avons pas le choix. Nous devons être républicains. Bien sûr qu'on a le choix, on peut faire autrement. Mais si nous voulons nous comporter d'une manière raisonnée, entre guillemets, raisonnable, hein, autant qu'on peut l'être, c'est la République qui rend ça possible. Mais la République, elle, immédiatement, vous avez mis le doigt dans le mot République, hop, vous avez le mot intérêt général. Vous avez le mot intérêt général, c'est ah ben c'est pas pareil que l'intérêt particulier. Et hop, vous tirez. C'est pourquoi la République pose un tel problème aux possédants. Parce qu'elle postule l'égalité. Et donc, si c'est une égalité de fait, ça doit être une égalité en droit. Si c'est une égalité en droit, ça doit être une égalité réelle. Et de même, quand on a... C'est pas pour rien, moi je suis content, quand on parle de l'édition Les Jours Heureux, à propos du Conseil national de la résistance, déjà ça postule une chose, c'est que le bonheur est possible. Mais bon, jusqu'à présent, c'était une idée évidente. Bon, ça commence dans la Grande Révolution, hein, c'est Saint-Just qui dit ça. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Bon. Mais il y a plein de gens qui pensent que non. Pourquoi le bonheur? Non, pas du tout. Ceci est une vallée de larmes. De toute façon, c'est comme ça. On a toujours payé, on a toujours souffert. Bon. Et puis d'autres qui disent non, 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 on peut être heureux. On va s'en occuper chacun pour soi. C'est pas à l'État de nous dire ce qu'on doit faire pour être heureux, mais on peut. Mais il y a des petites choses qu'il faut régler avant, parce que sinon elles vous pourrissent la vie. Bon, je voudrais que les gosses soient bien élevés. Il faut qu'ils puissent aller à l'école. Hein. Et puis, si je suis malade, je voudrais être soigné. Et puis, pour aller au boulot, il vaut mieux avoir un transport. Et puis, il vaut mieux être éduqué pour faire un bon niveau de travail. Ah, puis, il faut aussi pouvoir s'arrêter quand on n'en peut plus. Hein, parce que ça fatigue, hein, le travail, il ne faut pas croire. Bon, ceux qui font rien, ils ne se fatiguent pas, mais ceux qui ont bossé, ils sont usés. Vous voyez, c'est des petites choses. Le programme commun du peuple, c'est ça. C'est ces petites choses-là. Puis après, le reste, on s'en occupe. On va être heureux, vous allez voir. On essaye. Et le dernier point qu'il faut passer maintenant, et auquel il faut que tout le monde réfléchisse, c'est qu'on n'est pas heureux en accumulant. Le bonheur, c'est pas un écran de télé par pièce dans un appartement, c'est pas une bagnole chacun, c'est pas ça le bonheur, c'est pas accumuler. Mais on l'a cru un temps, parce que comme les gens étaient privés de tout, puis à nouveau vous avez des gens qui sont privés de tout, alors le discours de la frugalité, en quelque sorte, hein, du bonheur simple, il a du mal à être entendu. Mais tout ça, c'est la même histoire révolutionnaire du peuple français. Voilà. La grande révolution de 89,
celle de 48, celle de 1870, la résistance, c'est toujours les mêmes hein, qui sont là pour se taper le dur de la tâche. Voilà pourquoi c'est vivant, mais je le redis, c'est vivant si on le fait vivre. Pas si on en fait une espèce de mannequin immobile et tout le monde vient déposer ses offrandes devant. Il faut que ça vive là-dedans. Si ça ne vit pas là et là, ça ne sert à rien. Voilà. Bien sûr que ça a un sens. Mais c'est non seulement ça a un sens, mais en tout cas, nous, on a intérêt à en parler beaucoup. Parce que sinon, comment vous voulez penser? La pensée, ça prend appui sur des faits. Mais vous dites aux gens, vous comprenez? Vous prenez quelqu'un aujourd'hui, je sais pas moi, qui a 20 ans, vous dites, comprenez, voilà, l'intérêt général peut s'imposer aux intérêts particuliers, la souveraineté populaire sur les principaux moyens de production et tout. Ouh là là, si la marche est haute. Par rapport au quotidien. La marche est haute, hein, mais t'inquiète pas, on l'a déjà fait. Ah bon, ça change. Ou vous dites, ah ben dans tel pays, ils sont en train de le faire. Ah bon, où ça? En Amérique du Sud. Ah bon, ils réussissent tout. Ah non, ils réussissent pas tout, mais déjà ils font ça. Ah oui, tiens, c'est une idée. Donc, cet héritage, il nous permet d'apprendre que c'est possible. Attendez, c'est très important de redire aux gens, c'est possible. Vous savez, on n'est pas obligé de laisser crever les gens dans la rue. On n'est pas obligé de laisser les malades sans soins. Il n'y a rien qui condamne à la pauvreté. Bon, aujourd'hui, c'est une idée neuve, ça. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais il y a toujours eu des pauvres et des riches ». Ils ne savent pas qu'ils récitent un refrain qui se récite depuis des siècles et que c'est contre ça que s'est construite la pensée progressiste. Non, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il y ait tout le temps des riches et des pauvres. Voilà, non, il n'y a pas d'obligation à ça. Ah bon, vous croyez, monsieur Mélenchon? Ben oui, on l'a déjà fait. Oui, mais c'est tellement difficile. Attends, tu plaisantes, non? Difficile? De quoi tu parles? Tu as la démocratie, tu peux faire des tracts, tu peux aller voir parler des gens. Eux, là, quand ils ont fait ça, c'était avec un fusil qu'il fallait qu'ils le fassent. Puis ils devaient se cacher, parce que les nazis les ramassaient, et quand les nazis ne les trouvaient pas, c'est les collabos qui les indiquaient. Hein? Bon. Donc c'est plus facile aujourd'hui. Ah tiens, voilà quand même une découverte. Ah oui, c'est vrai, c'est plus facile. C'est quand même plus facile de faire de la politique aujourd'hui que quand il y a les nazis qui occupent. Oui. Et puis, ah ben c'est possible. Ah oui, bah deuxième. Ah oui, c'est bien. Et puis c'était nos pères et nos grands-pères. C'est pas des gauchistes échevelés et hirsutes. C'est des gens responsables. D'ailleurs, on les a décorés, on les admire, on les encense. Des fois même, on les a statufiés tout vivants, hein, pour être bien sûr qu'ils ne bougent plus. Voilà. Pourquoi ça ressurgit? Ça a ressurgi il y a 10 ans comme ça. On a recommencé à parler du Conseil national de la résistance, de son programme. Avant non, c'était oublié. Moi, je peux vous dire, dans les années 70, personne ne me parlait de ça. D'abord parce que les anciens qui étaient encore là, ils n'aimaient pas trop parler du passé, ça faisait un peu ringard, ou je ne sais pas quoi, mais on ne parlait pas. Et puis c'est revenu. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, des gens sont tombés dessus, ont commencé à lire, à dire, mais attendez, là, c'est vivant, ça continue, ça pulse. Bon sang, moi je le lis, je suis émerveillé. Bon, et vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Maintenant, c'est le Conseil national de la résistance, puis il y a des gens comme moi qui travaillent aussi lourdement à revenir sur la grande révolution de 1789, parce que le principe d'égalité entre les êtres humains, et vous verrez, ça aussi, ça revient. Et tous nos mots, vous verrez les personnages de la résistance qui vont réapparaître, pas seulement Jean Moulin, parce que la figure de Jean Moulin est mise en exergue, mais Ravanel, tous les autres, avec les combattants communistes, les combattants socialistes, mais quand même beaucoup de combattants communistes. Tout d'un coup, beaucoup de Français vont regarder les communistes autrement. Je ne suis pas communiste, donc j'en parle tranquillement. Hein. Je ne suis pas membre du PCF, je ne dois rien au Parti communiste. Hein. Mais leur place extraordinaire, pourquoi sont-ils injuriés comme ça? Pourquoi sont-ils dépréciés? Pourquoi sont-ils montrés du doigt sans arrêt? Ils font si peur que ça, ils n'ont jamais attenté une seule liberté dans notre pays. On leur jette toujours à la figure l'URSS, mais de quoi on parle? Donc vous voyez, ce mouvement-là va ramener beaucoup de choses. Donc notre intérêt, c'est évidemment d'en parler beaucoup. Le Conseil national de la résistance est une idée révolutionnaire aujourd'hui. C'est ça qui compte. Ah ben, c'est une certitude que ça va mal finir. Bon ben, prenons les idées dans l'ordre. Le programme paraît neuf et moderne, pourquoi? Parce qu'il y a une vieillerie qui a réapparu. C'est ça qui fait le programme en soi, il n'est pas... Quand vous le lisez, bon,
Mais c'est une vieillerie qui est réapparue, c'est le pouvoir absolu de la finance. Et le pouvoir absolu de la finance, il est contenu dans le code génétique du capitalisme. Donc chaque fois qu'il peut s'étaler sans limite, hein, et revient au même truc. Bon. Et il essaye de dépasser ces crises toujours de la même manière. Bon, alors premièrement en augmentant les taux de profit, en pressant sur les salaires, parce que c'est le seul paramètre sur lequel il tient les gars à la gorge. Deuxièmement, étendre son aire géographique, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui rentrent dans le marché. Et troisièmement, étaler son espace, fût-ce de manière artificielle. On l'étale dans le temps, avec le crédit, on vend des choses qui n'existent pas, et on fait circuler une monnaie qui n'a aucune contrepartie matérielle, et puis on marchandise tout, le vivant, l'air, l'eau, tout ce qu'on peut pour que ça rentre dans le circuit du marché. Et ceux qui regardent ça ne s'en rendent pas compte parce que ça va progressivement. Hein, c'est bon, voilà, progressivement, puis tout d'un coup, il dit, mais comment on en est arrivé là? Mais personne ne se rend compte qu'on en est arrivé là parce que c'est devenu quasiment une seconde nature. Hein. Ça va mal finir. Pourquoi? Parce que le règne de la finance, pas la peine que je vous fasse un grand cours, ça a donné comme résultat qu'ils ont poussé à l'endettement partout, endettement des États en diminuant leurs recettes, endettement des particuliers à qui on a dit c'est pas la peine qu'on vous augmente vos salaires, vous n'avez qu'à emprunter, d'ailleurs ça coûte pas cher. Hein. Donc tout le monde s'est endetté pour permettre au capitalisme de trouver de nouveaux espaces d'expansion. Ils ont vendu des choses qui n'existaient pas, ou des choses dont la propriété était extrêmement instable, et maintenant, ils vous expliquent qu'il faut payer. Naturellement, on ne paiera pas, vous le savez comme moi. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la Grèce ne paiera pas. La seule chose qui est, le seul sujet dont on a à discuter, c'est à quel moment il sera acquis qu'ils ne paieront pas. Mais pour l'instant, tout le monde a intérêt à faire semblant de faire comme s'ils allaient payer. Et même les Espagnols ne paieront pas. Les Portugais non plus. Et comme tout ça va produire une contraction de l'activité, nous les Français non plus. Et les Allemands qui se croient si malins non plus.